Bon, les amis, bienvenue. Ceci est le module 2 de décembre du mentorat TIC. Nous allons parler du renforcement des concepts de liquidité et de la livraison des prix. Le premier point au menu aujourd'hui sera la liquidité de la fourchette externe. Dans la fourchette de négociation actuelle, la liquidité à l'achat se situe au-dessus du sommet de la fourchette. Dans la fourchette de négociation actuelle, la liquidité du côté vendeur est inférieure à la fourchette ou au niveau le plus bas. Les runs sur la liquidité cherchent à apparier les ordres avec la liquidité d'un ordre en attente, qui se présente sous la forme d'un tirage de liquidité. Les runs de liquidité en dehors de la fourchette peuvent être de nature à opposer une résistance faible ou élevée. En tant que trader, vous souhaitez que votre transaction se fasse dans des conditions de faible résistance. En d'autres termes, vous ne voulez pas qu'il y ait de résistance sur le chemin de la rentabilité. Deuxièmement, nous avons la liquidité de la fourchette interne. Lorsque la fourchette de négociation actuelle est susceptible de se maintenir, les vides de liquidité se comblent, ce qui est associé au risque d'écart. Et lorsque la fourchette de négociation actuelle est susceptible de se maintenir, des vides de juste valeur se créent également. Et cela est attribué au risque d'écart. Le risque d'écart n'est rien d'autre que, simplement, lorsque le marché se repositionne rapidement à un niveau où il n'y avait que très peu ou pas de transactions. En d'autres termes, lorsque nous observons un mouvement de liquidité pour clôturer dans une fourchette où il n'y a qu'une seule bougie, une bougie vraiment longue, il s'agit généralement d'un comblement de fossé. Et chaque fois que vous êtes dans une position longue et que vous avez un grand écart en dessous de vous, c'est un risque d'écart. Ainsi, le marché va parfois, souvent, fixer un nouveau prix de manière agressive pour clôturer dans ces fourchettes, et c'est ce qui vous empêche généralement d'agir en tant que trader. Ici, nous les considérons comme des opportunités. Les blocs d'ordre à l'intérieur de la fourchette de négociation seront alimentés par de nouveaux achats ou de nouvelles ventes. Les modèles d'achat et de vente des teneurs de marché se formeront à l'intérieur des fourchettes de cotation. Voyons maintenant la liquidité de la fourchette externe et la liquidité de la fourchette interne, la différence entre les deux et la façon dont nous pouvons les utiliser. D'accord, nous avons un ancien sommet ici. D'accord, et nous avons une ancienne zone de consolidation ou d'équilibre. Elle se situe à peu près à mi-chemin entre le plus bas jusqu'à ce sommet. Le prix passe au-dessus de cet ancien sommet et ce sera une forme de liquidité externe. Parce qu'il est en dehors de la fourchette entre ce sommet et le creux qu'il s'est formé. Et le bas qui s'est formé, donc c'était la fourchette avant la nouvelle cassure au-dessus de ce sommet que l'on voit ici. Donc le prix. À ce stade, nous savons que nous avons un équilibre ici, mais plus important encore, nous avons des creux propres juste en dessous. Donc nous cherchons un mouvement qui pourrait potentiellement descendre jusqu'à ce niveau. D'accord, et le prix commence à baisser en négociant à la baisse. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il se retire à l'intérieur de toutes ces bougies ascendantes. Ok, donc une fois que nous avons atteint un ancien sommet, on s'attend à un certain retracement. Et lorsque le retracement se produit, ce que nous recherchons, c'est la zone la plus logique dans laquelle le cours peut se replier. Maintenant, si vous regardez cette bougie ici, nous avons une bougie précédente à la hausse, une bougie assez large. Ensuite, nous avons cette bougie à une mèche. Donc, à un moment donné, cette bougie s'est ouverte, c'est négocié à la baisse. Il y a donc eu un passage dans la fourchette entre ces deux bougies dans cette zone. La livraison du prix s'est donc faite à la hausse ici, puis à la baisse sur cette bougie, même s'il s'agit d'une clôture à la hausse. Le prix a été offert 2 fois tout au long de cette fourchette. Donc au sommet de cette bougie ici, et c'est ouvert sur la prochaine. Je m'attendrai à une mesure de rebond à court terme. Au rebond à court terme, d'accord, et le prix échange. Ici se bloque un peu et va tout droit à travers. Il revient tester à nouveau ce même niveau ici, ok, juste ici, et finalement redescend et efface ces niveaux inférieurs égaux. Maintenant, ce que je veux que vous recherchiez, c'est à ce moment précis où se trouve le prochain niveau de liquidité parce que nous avons déjà négocié en dessous de ce bas ici.
En ce qui concerne le plus bas ici et le plus haut ici, que nous devons maintenant redéfinir comme le plus haut, les stops en dessous de ces points bas ici seraient-ils représentés sous la forme de liquidité de la fourchette externe ou liquidité de la fourchette interne? De ce haut à ce niveau, il s'agit d'une liquidité interne, mais de ce niveau bas à cette hauteur, c'est une liquidité externe parce qu'elle la perce ici. En d'autres termes, nous avons créé une fourchette de ce bas à ce haut. Nous nous attendons donc à ce que cette fourchette soit abandonnée et de sortir les stops ici. Une fois que ce sera fait, si nous allons aller plus haut et rebondir plus haut, ou négocier plus haut, ou même faire un nouveau sommet ici, nous ne le savons jamais. Nous cherchons les zones de liquidité. Nous savons donc qu'il y a une bougie ascendante ici. Nous pouvons donc nous référer à ce bas, la bougie ascendante, pas la bougie noire ici, la bougie ascendante. Cette ouverture, je mesure ce prix d'ouverture et l'étendre dans le temps. Et que voyez-vous d'autre sur ce graphique? Voyez cette bougie, sa mèche et la mèche de cette bougie. Entre les deux, le prix n'a été livré qu'à la baisse. Nous avons donc un écart de juste valeur. Si nous commençons à négocier à la hausse, nous pouvons nous attendre à ce que le marché veuille atteindre le niveau de 1,650. S'il traverse cette bougie verte ou cette bougie ascendante, il voudra atteindre le plus haut de cette bougie, 14,55, et le plus bas, à 1,1595. Donc nous pouvons utiliser 1,1590, 1,15, 80, ou nous pouvons utiliser 1,14, 55 ou 14,60. N'importe lequel de ces niveaux serait bien, mais ce serait quoi de ce plus haut à ce nouveau plus bas? Si nous voyons, je fais référence au creux ici que nous sommes en train d'effacer. Cela que je vous envoie pour que vous gardiez à l'esprit qu'il s'agit de la fourchette parce que nous avons éliminé ces bas, mais ce nouveau bas, et maintenant ce haut est le haut. Donc la fourchette dans laquelle nous évoluons actuellement est ce bas et ce sommet. Donc si nous voyons le prix à la hausse, nous nous attendons à ce qu'il atteigne 1 ou 6,25. S'il franchit la bougie ascendante, nous nous attendons à ce qu'il monte dans cette zone, fermant ainsi la fourchette. Et en fin de compte, il pourrait se négocier jusqu'à le plus bas de cette bougie, 18,86. Donc nous l'appellerons de 18,85 à 18,90. Ok. Donc à l'intérieur de cette fourchette de ce bas, à ce haut, nous viserions la liquidité interne de la fourchette. Le prix se négocie à la hausse jusqu'à la zone ombrée ici. Ici. Comme nous examinons un graphique mensuel du yen japonais, nous allons descendre sur un graphique journalier et nous allons voir comment ces niveaux se situent. Je suis désolé, nous allons passer à un graphique hebdomadaire. Je vais montrer comment ces niveaux ont affecté l'action des prix et la livraison. Nous avons donc cet écart de juste valeur un peu plus raffiné. Vous pouvez voir la mèche ici et la mèche ici. Nous pouvons donc l'ajuster et l'affiner un peu plus. De cette façon, nous pouvons avoir la zone exacte à laquelle le prix nous chercherons à remplir. C'est seulement sur cette bougie descendante que le prix a été livré du côté de la vente. Aucune hausse n'a été offerte jusqu'à présent. Nous commençons à voir à la hausse, d'accord, chaque fois que le marché crée une fourchette de négociation qui va vers le bas, vous voulez marquer le précédent plus haut et le nouveau plus bas. Et lorsque le prix revient à la hausse, vous négociez à l'intérieur de cette fourchette. Donc, si vous négociez à découvert sur un bloc d'ordre baissier, qui est la dernière bougie à la hausse, ce sera un retour à la liquidité à l'intérieur de la fourchette, mais vous allez chercher de la liquidité à l'extérieur de la fourchette pour sortir, qui est de s'arrêter en dessous du plus bas. Si le prix descend et atteint ce niveau, c'est là que vous chercherez à sortir. En règle générale, mes entrées sont liquidité interne de la fourchette, entrée
avec des sorties à la liquidité externe de la fourchette. En d'autres termes, j'achète à l'intérieur de la fourchette et je vends à l'extérieur de la fourchette une fois qu'elle est franchie. Si je suis en phase avec le marché et que je sais dans quelle direction il veut aller, et nous encadrons cela en nous basant sur le graphique mensuel, vous allez voir les avantages de ce que je fais ici. Si je cherche à ce qu'il soit plus élevé par rapport au graphique mensuel, à chaque fois que le marché arrive en dessous d'un plus bas à court terme, je peux être acheteur de cela sur court terme, liquidité externe de la fourchette, ou acheter des actions, mais on s'attend à ce que la fourchette continue à monter en recherchant de la liquidité interne mensuelle sous la forme d'un écart de juste valeur. Je suis probablement en train d'embrouiller certains d'entre vous qui écoutent très attentivement, j'en suis sûr, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Mais l'idée est la suivante, une fois que vous aurez compris, sur une échelle de temps plus élevée, où le marché veut aller, vous serez en mesure de cadrer vos positions. Lorsque nous descendrons à l'échelle quotidienne, d'accord? Nous pouvons donc voir le graphique journalier ici. Le marché crée une petite zone de flux d'ordre institutionnel, descend et frappe ce même bloc d'ordre, se redresse à travers. Regardez ce qui se passe. Dans le grand ordre des choses, dans la fourchette mensuelle, nous négocions chaque fois que nous créons un nouveau sommet. Plus haut, ici, ici et ici, à chaque fois que nous créons un nouveau sommet. Il s'agit d'un mouvement externe, liquidité de la gamme. Sur cette période, soit le journalier, mais sur le graphique mensuel, il s'agit toujours d'une liquidité interne parce que vous vous éloignez d'une fourchette mensuelle plus large. Lorsque nous comprenons où le mensuel et l'hebdomadaire essaient de se négocier, lorsque nous examinons des configurations quotidiennes comme celle-ci, cela crée la recette, si vous voulez, des runs de liquidité à faible résistance, parce que vous négociez en synchronisation avec le mensuel, là où le mensuel voudra très probablement voir le prix monter jusqu'à... Ainsi, à chaque fois qu'un run au-dessus d'un ancien sommet est attendu, il s'agira d'un run de liquidité à faible résistance. À chaque fois que nous voyons ceci et voir comment le prix réagit, très peu résistance de la part du prix pour franchir ces niveaux. Parce qu'il a un agenda. Il veut atteindre un niveau de prix spécifique par rapport à un horizon temporel plus élevé, parce que les fonds négocient sur une base mensuelle et hebdomadaire. Donc si nous pouvons garder cela en contact et encadrer nos transactions avec cette idée, nous serons toujours en mesure de classer un trade comme étant un run de liquidité à haute résistance ou à basse résistance. Si nous descendons sur un graphique de 4 heures, nous pouvons voir que les sommets sont dépassés. Chaque sommet n'a que très peu de difficultés à être franchi parce qu'il est encadré par une résistance élevée. Parce qu'il est encadré par des liquidités à faible résistance, sur la base de l'échelle de temps mensuelle la plus élevée, vous ne pouvez même pas voir la fourchette dans laquelle le mensuel a cet écart de juste valeur. Ce sommet est franchi sans problème. Ce sommet ici, franchi, pas de problème. Ce sommet ici, franchi, pas de problème. Il s'agit maintenant d'une petite consolidation, mais en fin de compte, il est agressif et il va atteindre ces sommets d'ici. On me demande très souvent comment je sais où le marché va atteindre des stops d'achat spécifiques lorsque nous organisons notre session en direct. Voici comment je procède. Je le fais. J'utilise le flux d'ordre institutionnel à plus haute fréquence pour déterminer où se trouve la liquidité interne et la liquidité externe, où se trouvent les stops d'achat et quel type de stop ou quel type d'entrée est-ce que j'utilise et comment est-ce que cela s'aligne avec le cadre temporel supérieur. Le marché se négocie à la baisse et élimine quelques stops ici, des écarts vers le bas. Sur l'élection, clôture dans cette fourchette jusqu'à un bloc d'ordre haussier précédent, se reprend et atteint l'ancien sommet ici. Tous ces sommets sont effacés ici et finit par décoller et atteindre un autre ancien sommet que nous verrons dans un instant en faisant un zoom arrière tout au long d'ici et finalement se négocie jusqu'à ce mensuel, juste valeur mensuelle. Une fois que nous aurons atteint ce sommet et que nous avons dépassé ce sommet, ici, nous sommes revenus, nous avons créé un écart ici, nous sommes redescendus et avons comblé l'écart. Et finalement, nous avons couru agressivement jusqu'à l'écart de la juste valeur mensuelle. Ce que je veux que vous regardiez, c'est qu'à chaque fois que le marché est passé par là, à chaque fois qu'il a fait un retracement, c'est un graphique de 4 heures, donc nous allons descendre nous allons donc passer à un graphique de 15 minutes et diviser les jours.
Ok, et je veux que vous regardiez comment le prix réagit lorsqu'il vous donne une nouvelle fourchette. D'accord, vous avez un plus bas ici et un plus haut. Le prix descend dans le bloc d'ordre précédent. Où se trouve la liquidité de la fourchette externe? Ici. Vous achetez donc des liquidités dans une fourchette interne en espérant que le prix se déplacera vers l'extérieur de la fourchette, par ce petit mouvement ici. C'est donc la fourchette dans laquelle vous négociez pour la configuration. La sortie est ici. Mais est-ce que vous effondrez l'ensemble de votre transaction? Non. Vous cherchez des fourchettes pour atteindre des sommets. Tous ces sommets ici. Nous avons un autre rallye, puis un retracement. Ok, donc la dernière bougie baissière juste avant le mouvement haussier. Le prix redescend dans cette bougie. Il y a plus d'achats sur ce bloc d'ordre. Où se situe la liquidité de la fourchette externe? Au-dessus de ce sommet ici et au-dessus d'ici. Elle le traverse. Petite consolidation. Nous reprenons le dessus. Il redescend dans la bougie baissière. Nous remplissons plus d'ordre. Ordre d'achat. Qu'allez-vous chercher? L'écart mensuel de la juste valeur. Regardez la réaction une fois qu'il est atteint. Beaucoup de prises de bénéfices. Beaucoup de prises de bénéfices. En fin de compte, le cours revient et repart un peu à la hausse. Je pense que c'est une indication probablement d'une reprise un peu plus rallye à l'ouverture dimanche. Mais si l'on remonte encore plus loin, on constate qu'à chaque fois, le marché crée une belle impulsion de prix. Nous avons une belle impulsion ici. Revient vers le bas. Bloc d'ordre haussier. Liquidité de la fourchette externe descend et frappe à nouveau ce bloc d'ordre ici. Se redresse à travers, revient à la consolidation et finit par passer, éliminant la liquidité de la fourchette externe ou l'achat d'actions au-dessus du plus haut. La fourchette est créée à partir de ce bas jusqu'à ce haut. La bougie descendante revient à l'intérieur ici, s'éloigne. Maintenant, c'est ce que vous allez devoir faire si vous êtes un trader de position. Mais en fin de compte, si vous lui donnez du temps, tout ce qu'il va faire, c'est revenir à un bloc d'ordre précédent, comme il l'a fait ici, et recapitaliser plus d'ordre d'achat parce que c'est un objectif à long terme d'arriver ici. Ils vont donc devoir acheter ici, acheter. Achetons-en d'autres ici. Laissons passer un peu de temps. Puis revenons-y, achetons-en encore. Et encore une fois, et finalement ils s'enfuient parce qu'ils ont construit leur position. Moyenne autour de Dafuji. Nombreux sont les exemples de faible résistance à la liquidité. De nombreux exemples de liquidité à faible résistance sur le yen. Nous avons une faible résistance. Le prix remonte puis redescend le bloc d'ordre précédent. Run à partir de ce point bas jusqu'à l'endroit où il se trouve. Liquidité externe, achat de stop, s'exécute au-dessus d'ici. Même chose ici, nous avons un creux. Le prix s'éloigne de cette consolidation. Pourquoi je n'utilise pas ce bas Michael? Parce que c'est une consolidation ici. Le prix s'en éloigne, redescend, touche le bloc d'ordre précédent ici. Il s'éloigne. Qu'est-ce qu'il va faire? La liquidité de la fourchette externe ici, en hausse. Vous cherchez à acheter avec une liquidité interne au range ou à un bloc d'ordre haussier à l'intérieur du range précédent. Et vous essayez de prendre vos bénéfices à un ancien sommet ou au-dessus de celui-ci, tout en étant en phase avec un biais directionnel à plus long terme, en fonction du flux d'ordres institutionnels, comme nous l'avons décrit précédemment, avec les fourchettes mensuelles et en recherchant cet écart de juste valeur sur le graphique mensuel. En effet, comme pour n'importe quel autre horizon temporel, le marché va vouloir fournir un prix de manière efficace. S'il n'y a pas de prix d'échange dans cet écart de juste valeur qui a été montré sur le graphique mensuel que nous avons ombré ici, et je suppose que c'est comme une couleur orange-rouge, ils vont vouloir faire monter le prix jusqu'à ce niveau. Donc, chaque fois qu'ils peuvent créer une nouvelle opportunité d'achat, ils vont renforcer leur position. Nous avons ici un beau vide de liquidité. Le prix baisse, le comble, s'enfuit agressivement. La fourchette est ici à partir de ceci, jusqu'à ce sommet. On redescend, rétrograde dans le bloc d'ordre haussier, acheter sur la liquidité interne de la fourchette ou sur le bloc d'ordre haussier, avec l'espoir de décharger sur la liquidité externe de la fourchette. Au-dessus du sommet de la fourchette ici, le prix se négocie au-dessus ici. De nombreux exemples, presque 2 ou 3 par semaine, où vous pouvez voir les configurations qui nous offrent une opportunité, et même sur une paire que je n'aime même pas trader, le dollar yen, nous avons ici une fourchette allant du plus bas au plus haut, avec un retour à un bloc d'ordre haussier précédent,
Vous pouvez acheter ici avec l'espoir de voir une expansion du range pour sortir sur une liquidité de range externe ou un stop d'achat. Parce que nous recherchons uniquement des achats, nous allons rechercher tout type d'impulsion de prix à la hausse, puis un retracement à la baisse dans un bloc d'ordre précédent. Si nous ne voyons pas aucune fourchette qui crée. Pour trouver de nouvelles opportunités d'achat, nous pouvons cibler les points bas. Vous pouvez donc parcourir le marché et trouver tous les creux d'oscillation et attendre que les prix les franchissent à la baisse. Et quand ils le font, ils font quoi? Ils prennent des ordres pour accumuler de nouvelles positions longues, comme vous le voyez ici, ici. Et l'autre fois, c'est un rallye qui s'éloigne, qui revient au bloc d'ordre haussier précédent, qui s'éloigne, qui revient au bloc d'ordre précédent, il s'éloigne, revient sur le bloc d'ordre précédent, s'éloigne, revient sur le bloc d'ordre précédent, prend les stops, puis s'envole vers le haut, en éliminant ses sommets égaux. Je n'ai pas besoin de dessiner celui-ci, il est déjà là. Niveau égaux, prend les stops. Ainsi, le type de trader que vous serez sera basé sur ce que vous voyez facilement dans les graphiques. Vous verrez soit des soupes de tortue et vous chercherez à acheter des stops de vente ou à la vente de stops d'achat, soit un retour à la juste valeur en cherchant à négocier à l'intérieur de la fourchette ou en achetant de la liquidité à l'intérieur de la fourchette. En encadrant le marché dans l'une ou l'autre de ces deux disciplines, il est possible d'obtenir de meilleurs résultats. Disciplines. Vous n'aurez aucun mal à trouver des opportunités. Il ne s'agit pas de trouver une configuration tous les jours, mais vous en trouverez une fois par semaine. C'est tout ce que vous cherchez. Vous cherchez une configuration par semaine. Je vais donc faire un zoom arrière jusqu'à l'heure. Je vais faire défiler en arrière à partir du moment où le prix a atteint l'objectif basé sur le graphique mensuel. Nous avons eu une belle opportunité d'achat ici lundi, à acheter jeudi également. Nous avons un achat le lundi, une belle, semble comme un croisement avec le mardi, une belle opportunité d'achat ici. Certainement un achat pour mercredi dans le bloc d'ordre précédent. Bel achat le mardi ici cette semaine. Bel achat le mardi ici et le jeudi. Il s'agit des élections, nous n'allons donc pas en parler. Nous étions sur la touche pendant cette période, et nous n'aurions donc pas cherché à faire quoi que ce soit à ce sujet. Rien sur cette période. Nous avons donc un joli petit achat lundi, un retour au bloc d'ordre haussier précédent, puis nous avons un scénario d'achat mercredi. Nous mettons en place un stop ici pour mercredi. Pensez donc à ceci. Si vous savez que votre graphique mensuel à plus long terme appelle à une hausse des prix, et nous en avons parlé il y a plusieurs mois, le dollar est haussier et le dollar et le yen devraient être à la hausse, et si nous savons qu'il y a un retracement en cours, ou une correction si vous voulez, et que le marché se négocie à la baisse, notre esprit a la question de savoir où se trouvent les stops de vente qu'il cherche à atteindre, parce que sous-jacent, les tendances du marché sont haussières pour le dollar, yen. Donc, si le marché est prédisposé à monter, mais qu'il baisse, nous ne disons pas « Ok, eh bien, je ne regarde pas cette paire ou je ne regarde pas ce marché ». Ce qu'il faut faire, c'est rechercher la liquidité de la fourchette externe sur l'échelle de temps que j'utilise en ce moment, le graphique horaire. Vous chercherez chaque fois que le marché se négocie à la baisse. S'il est en baisse, où se situent les points bas qu'il essaie de franchir? Où se situe-t-il? Ici. Et ici. Donc si nous savons qu'ils vont s'attendre à une réaction rapide, au lieu de rester là et de se contenter de se perdre dans les méandres, tu veux le voir descendre et ensuite montrer ta volonté de t'en éloigner quand il le fait, c'est te donner un coup de main. Il suffit ensuite d'attendre le blocage d'un ordre haussier qui ne se produira pas toujours tout de suite. Comme celui-ci qui est très joli et qui a créé une bougie baissière, il a été créé avec cette bougie qui dépasse le sommet de cette bougie,
Donc maintenant, cette bougie descendante devient un bloc d'ordre haussier. Donc à chaque fois que nous retournons vers le bas dans la fourchette qui est ici, nous pourrions être acheteurs, mais cette nouvelle bougie baissière ici nous donne une nouvelle opportunité d'attendre un autre retour à cette bougie, ce qu'il ne fait jamais ici, mais il crée une autre bougie baissière ici. Il finit par l'atteindre ici, il y a donc un achat, il faut donc attendre un peu, et ce n'est pas seulement des heures, chacune de ces bougies est d'1 heure. Donc le jour suivant, vous obtenez un autre achat, ici, et ici, nous voyons le prix descendre en dessous de ce niveau. Il fait sortir les stops, il fait sauter les stops. D'accord. Est-ce qu'il reste en bas? Non, il s'enfuit rapidement. D'accord. Maintenant, nous attendons. Qu'est-ce qu'on attend pour que le prix redescende dans la dernière bougie baissière? Ici, on attend le retour dans cette fourchette. Veut-il s'enfuir après avoir atteint son niveau le plus bas? Certainement, une fois qu'il court plus haut. Et à chaque fois qu'il atteint un nouveau sommet, il montre sa volonté d'aller plus haut. Il nous confirme qu'il y a une force sous-jacente dans cette paire. Sous-jacente de cette paire. Même s'il y a des baisses importantes comme celle-ci, tout cela est dans les talons à l'approche des élections. L'élection. Encore une fois, je n'insisterai jamais assez sur ce point. C'est la raison pour laquelle je suis resté sur la touche pendant les 2 premières semaines de novembre. Novembre, je ne voulais pas faire de transactions en raison des retombées potentielles ou de l'incertitude. Et cela ne me pose aucun problème. Je n'ai aucun problème à rester sur la touche pendant une courte période. Cela me permet d'y voir plus clair. Nous avons eu un roulement comme acheté ici le mercredi de la même semaine. Je ne fais qu'extraire les principales variations de prix qui ont eu lieu chaque semaine. Nous avons eu un bel achat mercredi ici, et nous avons eu un bel achat le vendredi pour une prise de position. Joli retracement ici, un retracement vraiment agressif. Maintenant, regardez, nous ne savons pas encore ce qui se passe ici. A plongé comme ça dans les 120. 120. Qu'est-ce qu'il cherche? À gauche? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il revient à ce niveau ici, juste là. Ici, juste là. Il revient à ce bloc d'ordre haussier. Montre-t-il une volonté de se redresser? Chaque semaine, il y a eu un configuration. Ici, nous avons vu le prix s'éloigner, revenir au bloc d'ordre précédent et remonter à travers. Il ne s'agit pas d'essayer de tout capturer de la fourchette hebdomadaire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas illustré ici. Ce que je vous montre, c'est comment vous pouvez trouver une configuration. Il n'est pas nécessaire d'avoir la totalité de la fourchette hebdomadaire. Je discuterai de la façon d'obtenir la fourchette hebdomadaire, mais pour cet enseignement ici, je veux que vous pensiez à la façon dont vous pouvez cadrer le cadre temporel plus large, où le marché devrait aller, et comment cela vous aide à définir ce qu'est un run de liquidité à faible résistance par rapport à une course de liquidité à haute résistance. Toute cette zone ici est l'endroit où le marché s'est négocié sur un graphique mensuel en éliminant ce égal bas, et nous laisserons cette petite sur le graphique. Tout se passe ici une fois que vous avez éliminé tout cela. Tous ces creux ont été éliminés ici et le prix a augmenté de façon agressive. D'accord. Donc, lorsque nous prenons ces idées du cadre temporel supérieur et que nous les transposons sur les cadres temporels inférieurs, à chaque fois que nous nous attendons à voir le marché se redresser, le marché se redresser, ce que nous recherchons, c'est une volonté d'avoir très peu de résistance parce que les principes sous-jacents du marché sont haussiers sur l'échelle de temps supérieur. Donc, si le graphique mensuel est haussier, il ne sera pas difficile d'essayer de dépasser les sommets à court terme, car le marché sera alimenté par des fonds plus élevés. Le graphique mensuel étant l'acteur clé dans vos transactions sur l'encadrement. Les graphiques mensuels sont un élément clé de vos opérations pour encadrer les mouvements de liquidité à faible résistance. Où le marché cherche-t-il à aller sur le graphique mensuel? Vous n'arrivez pas à déterminer où va le marché sur un graphique mensuel. Il vous suffit de descendre plus bas. Il suffit de passer à un graphique hebdomadaire. En descendant sur un graphique hebdomadaire, vous pouvez toujours voir ces zones où le marché devrait être enclin à négocier à la hausse jusqu'à la clôture parce que, encore une fois, il n'a offert que des prix à la baisse. Nous avons vu le prix briser des sommets à court terme ici. Puis ce sommet a été cassé ici. Nous avons donc un profil d'achat potentiel du teneur de marché qui voudra remonter dans les zones de débordement institutionnel, ici dans cette consolidation, mais il y a un écart de juste valeur avant d'arriver à ce point, juste ici. Et c'est là que vous avez vu le prix se négocier jusqu'à ce 15, 25 à 1,15, 75, un objectif de hausse raisonnable tout au long d'ici, tout au long du chemin ici,
pour les pairs, pairs, qui ont le dollar en tête de leur nom, comme le dollar yen ou le dollar suisse. D'ailleurs, ces paires sont basées sur le dollar et ont un dollar dû se renforcer en raison de la force sous-jacente du dollar. En résumé, pour faciliter un peu la compréhension, parce que j'ai été très... Je veux que vous étudiez ceci parce que cela vous aide à comprendre pourquoi je regarde certaines choses. Je veux que vous étudiez cela parce que cela vous aide à comprendre pourquoi je regarde certaines choses, comme de liquidités à faible résistance. Ainsi, si vous comprenez ce qu'est une course de liquidité à faible résistance, vous saurez ce qu'est une course de liquidité à faible résistance. Vos transactions ne sont pas en termes de liquidité à forte résistance. Vous ne voulez pas que ce soit une transaction que vous essayez de prendre. Vous voulez négocier avec le moins de résistance possible. Ainsi, chaque fois que nous cherchons à être acheteurs sur un retracement vers un bloc d'ordre précédent, nous voulons que ce sommet soit atteint. Mais si nous négocions par rapport à un cadre temporel plus élevé, et qu'il n'y a pas de véritable raison de voir les fonds se déplacer, le marché à ces niveaux, il ne s'agira pas un mouvement de liquidité à faible résistance. Il s'agira d'une course aux liquidités à forte résistance. Ce sont les types de transactions sur lesquelles vous restez assis trop longtemps ou qui n'aboutissent pas tout de suite ou qui se retournent contre vous et vous empêchent d'avancer. Vous mordent l'arrière-train et vous empêchent d'avancer. En termes simples, nous allons vous donner une petite liste d'indices. Vous voulez regarder un graphique mensuel ou hebdomadaire et déterminer où le marché est le plus susceptible d'aller. En ayant cette idée, si nous sommes haussiers sur le graphique mensuel ou hebdomadaire, nous chercherons des signaux d'achat sur le graphique hebdomadaire. Nous chercherons alors des signaux d'achat sur l'échelle de temps inférieure, comme le journalier, le 4 heures et le 1 heure. Et nous chercherons des boîtes d'ordre haussières ou des positions longues de type soupe de tortue dans l'attente de tout signal d'achat dans l'espoir que tout sommet à court terme sur ces cadres temporels. C'est là que se trouve l'objectif. Maintenant, supposons un instant que vous regardiez un graphique horaire et que la direction de votre actif sous-jacent soit haussière sur les graphiques mensuels et hebdomadaires. L'un ou l'autre doit vous donner ce biais directionnel. Si le biais directionnel est haussier et que vous voyez un graphique horaire vous permet de revenir à ce qui serait autrement considéré comme un bloc d'ordre haussier, le haut entre les deux, le plus bas de la fourchette et le plus haut, à partir duquel il s'est rétracté. S'il ne s'agit que de 20 pips, est-ce un trade que vous pourriez prendre? À mon avis, non, car la fourchette n'est que de 20 pips lorsqu'il revient au bloc d'ordre précédent. Par exemple, s'il s'agit, disons, un graphique horaire de 15 minutes et qu'il s'agit de la fourchette que vous observez ici, ce retracement, si la fourchette n'est qu'à partir du bloc d'ordre où vous achèteriez jusqu'au plus haut entre les deux, si cela ne représente que 20 pips, allez-vous prendre ce type de trade? Allez-vous prendre ce type de transaction? À mon avis, non, je ne prendrai pas ce type d'opération. Mais si je voyais une fronde, comme par exemple ce bas ici, et jusqu'à ce sommet ici, et qu'il y avait un blocage d'ordre qui me permettait d'entrer dans le marché à ce point-ci, si je pouvais prendre ce trade et dire que c'était 40 pips, ce serait un trade que je voudrais prendre, parce que si c'est à 40 pips du plus haut, et où l'entrée du bloc d'ordre serait, cela signifie que je pourrais potentiellement avoir 40 pips de profit. Parce que je vais essayer de sortir avec un run au-dessus de ce plus haut, et en sortant là où les stops d'achat seraient sous la forme d'un run de liquidité à faible résistance. Parce que je négocie à l'intérieur de la fourchette mensuelle et hebdomadaire, cela serait considéré comme liquidité de la fourchette interne, qui a très peu de résistance. Pour ce qui est de l'opération sur une échelle de temps inférieure, beaucoup de gens y verraient cela comme de la résistance et cela retiendrait le prix. Mais sur les graphiques mensuels et hebdomadaires, elle indique qu'elle veut aller plus haut. Il n'y aura donc que très peu de difficultés à la franchir. Mais le précurseur est que vous voulez regarder les fluctuations de prix qui offrent environ 40 pips. Si vous pouvez voir quelque chose à 40 pips ou plus, et que vous recherchez un retracement, vous pouvez vous positionner à la hausse. Cela vous donne un premier objectif de profit raisonnable. Maintenant, évidemment, si vous passez à un cadre temporel plus large, encore une fois, utilisez des fluctuations de prix plus importantes. Cela vous donne beaucoup plus de profondeur en termes de ce que vous pouvez retirer en termes de pips. Donc, si vous êtes un trader et que vous voulez avoir rien de moins que 50 pips, d'accord, c'est très bien. Utilisez un graphique de 30 ou 60 minutes et composez en regardant votre marché pour les signaux d'achat qui déclenchent ces variations de prix, ainsi pour être un impulse price swing, comme celle-ci, et dire qu'il s'agit d'un graphique horaire
Ok, ceci dans ce range serait de ce haut jusqu'à ce bas. Si c'était 50 pips ou plus, ce serait une merveilleuse opportunité pour vous d'avoir votre classique 50 pips ou plus mis en place. Donc si vous avez un objectif hebdomadaire, disons que vous avez fait les calculs, vous avez calculé que vous voulez gagner 10% par mois et vous avez calculé que pour obtenir 10% par mois, vous devez faire 50 pips sur la base d'actions que vous avez. Ok, et vous calculez combien de pips vous devez avoir et quel doit être votre stop loss. Blabla se termine. Vous voulez juste atteindre ce nombre et 50 pips vous permettront d'y arriver. C'est pourquoi ce qu'il faut faire, c'est chercher des fourchettes de 50 pips ou plus, de préférence entre 75 et 80 pips. C'est parfait parce que même s'il ne sort pas de l'intervalle et qu'il ne dépasse pas cet ancien sommet, cela vous donne toujours l'opportunité d'obtenir ces 50 pips. Donc ne pensez pas que parce que je dis qu'il faut être acheteur ici et chercher une sortie au-dessus de l'ancien sommet, vous ne pouvez pas atteindre tous vos objectifs et votre but. Tous vos objectifs et votre but dans le range. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui fait la beauté du trading de l'action des prix, parce que vous n'avez pas besoin d'être en contact avec les prix l'action des prix, car il n'est pas nécessaire que la fourchette se brise. Si vous définissez le bon swing, vous n'avez pas besoin que la fourchette dans laquelle vous négociez se brise pour être extrêmement rentable. Vous n'avez pas non plus besoin qu'elle se déplace bien au-delà du sommet de la fourchette si vous recherchez la rupture. En d'autres termes, si vous voulez simplement voir les choses comme si vous n'aviez pas besoin qu'elles fassent tout cela. Si vous achetiez ici dans la fourchette, entre ce haut et le bas où vous essayez d'acheter, disons une centaine de pips, vous pourriez en tirer 75 pips, pas même l'ensemble de la fourchette, mais vous ne pouvez pas le faire si vous essayez de faire chaque entrée sur chaque variation de prix de 30 pips. Pour chaque variation de prix de 25 pips, parce que vous essayez d'entrer tout de suite et que vous cherchez n'importe quoi pour entrer. Si vous êtes beaucoup plus sélectif dans vos configurations, vous allez trader beaucoup moins, mais vous aurez beaucoup plus de choix. Ils seront plus puissants, ils auront beaucoup plus de chances de tourner en votre faveur, mais vous ne pouvez pas faire cela vous négociez chaque configuration dans chaque période de temps. Vous devez choisir un cadre temporel qui correspond à votre modèle. Si vous essayez d'obtenir 250 pips sur une période de 2 semaines environ, vous n'y parviendrez pas en négociant sur un graphique de 5 minutes et en recherchant ce type de fluctuation de prix. Vous devez vivre sur un graphique de 4 heures ou un graphique journalier et négocier ces variations de prix et rechercher ces niveaux, types d'objectifs et de rendement. Mais pour nous donner de multiples exemples au jour le jour, j'utilise un cadre temporel de 15 minutes en intraday pour vous montrer combien de fois vous pouvez voir quelque chose se mettre en place. Et même si cela ne donne pas toujours un 5 pour 1 ou un 3 pour 1, parfois même, cela donne beaucoup d'études sur l'action des prix. Ensuite, nous passons à un cadre temporel plus élevé où nous ne travaillons qu'à partir d'un graphique horaire. Cela nous donnera beaucoup plus possibilité de parler des mouvements qui se produisent et qui vont bien au-delà de 30, 40 ou 50 pips. Nous pouvons aller jusqu'à 100, 150 pips. D'accord, ces types de configurations sont plus amusants, mais il faut s'asseoir sur ses mains et attendre un peu plus longtemps. Ce n'est pas beaucoup plus que vous devez vous asseoir et attendre, mais cela permet d'encadrer les idées avec un cadre temporel plus élevé, mensuel et hebdomadaire, et de déterminer où elles veulent aller. En gardant cette perspective à l'esprit, chaque fois que nous regardons un ancien sommet et que nous sommes haussiers sur ces cadres temporels inférieurs, cela va permettre de construire un modèle où l'on peut voir clairement qu'il s'agit d'un mouvement de liquidité à faible résistance lorsque nous achetons. Et nous ne craignons pas de considérer cela comme un niveau de résistance ou ceci comme un niveau de résistance. Nous verrons le marché vouloir atteindre ces niveaux parce qu'il y a des stops d'achat au-dessus. C'est la raison pour laquelle le marché veut atteindre ces niveaux. Vous voyez la rapidité avec laquelle il essaie d'atteindre ce niveau ici, et une fois que ce sommet est atteint, que fait-il? Il ne perd pas de temps. Il monte rapidement au-dessus de ce sommet. Et en fin de compte, il se précipite agressivement sur ce sommet. Si nous étions baissiers sur le graphique mensuel, sur le graphique hebdomadaire, nous chercherions le contraire. Nous rechercherions des retracements à la hausse et des courses de liquidité à faible résistance pour casser un creux d'oscillation. Et nous rechercherions des fluctuations de prix de 40 pips ou plus, comme une opportunité à haut risque pour un day trade ou un trade à court terme. Si nous utilisons un graphique horaire, nous pourrions avoir un peu plus d'amplitude potentielle en termes de pips, potentiellement de 75 à 100 pips environ. Et cela vous donnera les configurations idéales que vous rechercherez si c'est votre objectif. Ainsi, beaucoup de personnes qui participent à ce mentorat et celles qui sont même en dehors du mentorat, ma boîte aux lettres électroniques est remplie de questions du genre « Pouvez-vous me dire comment faire pour gagner de l'argent ? Pouvez-vous me dire comment faire 100 pips par semaine ?» D'accord, c'est facile. Ce que vous devez faire, c'est trader sur un graphique de 4 heures ou d'1 heure, rien de moins. C'est tout ce que vous avez à faire. Et vous attendez, et vous cherchez des scénarios sur toutes les principales devises et vous trouverez une variation de prix de 100 pips chaque semaine.
mais il faut que ce soit votre modèle. Cela ne peut pas être parce que je viens de le dire et que vous allez sur le terrain et commencer à essayer de le forcer à se produire. Si vous n'avez pas le chiffre pour le faire, ça ne marchera pas. Mais le fait d'avoir ces graphiques à plus long terme qui vous donnent un biais directionnel vous aide à déterminer si le trade que vous allez prendre est en fait un run de liquidité à faible résistance ou un run de liquidité à forte résistance. Si vous développez vos compétences sur les marchés à forte résistance, l'analyse est la même que pour l'échelle de temps inférieure. Il s'agit de la même chose que nous faisons dans le cadre temporel inférieur, mais en se concentrant principalement sur ce que sera le biais directionnel sur ces cadres temporels. Cela vous aidera à résister à l'envie de faire ce que vous faites souvent, c'est-à-dire faire une transaction par impulsivité ou tout simplement parce que vous l'avez fait. Je ne sais même pas pourquoi vous l'avez fait, parce que je l'ai fait aussi. Vous regardez le graphique et vous vous dites « je vais l'acheter maintenant » ou « je vais le vendre maintenant ». Et vous ne tenez pas compte de ce que vous disent les graphiques à plus long terme, et tout d'un coup, le cours s'envole dans l'autre sens, et puis vous regardez en arrière, vous savez, en hebdomadaire, et tout est là, c'était du recul. Parfait. 20, j'aurais dû faire le contraire. Si vous restez dans un biais directionnel au mois et à la semaine, vous devriez faire chaque transaction que vous réalisez a plus de chances d'être un run de liquidité à faible résistance. C'est tout ce que nous faisons du point de vue du teneur de marché. Nous recherchons cela parce qu'il dirige le prix là où se trouvent les ordres. Et l'emplacement de ces ordres n'est pas aléatoire. Il s'agit d'emplacements logiques. Lorsqu'il est haussier, le marché va dépasser les sommets à court terme. Jusqu'à quel niveau, quel est le dernier sommet? Nous ne l'avons jamais su. Nous savons juste, à chaque fois, qu'il y a une fourchette entre ce sommet et ce creux. Le cours traverse cette fourchette. Ok, alors maintenant, quelle est la nouvelle fourchette de ce niveau bas à ce niveau haut? Eh bien, il l'a cassé. Quelle est la nouvelle fourchette? D'accord, de ce niveau bas jusqu'à ce sommet. Et puis cet écart de juste valeur, s'il se maintient, nous savons que nous cherchons un retour à cette bougie ascendante ici. Et puis peut-être ces sommets ici, et finalement au-dessus de 1,2577. Nous n'essayons jamais d'annoncer un sommet sur le marché. Ce n'est pas ce que nous essayons de faire. Il s'agissait d'une zone logique sur le graphique mensuel vers laquelle se diriger, et c'est ce qu'il a fait. Donc après avoir fait ça, nous devons maintenant évaluer s'il a plus de volonté pour continuer à monter, ou s'il serait plus prudent pour lui vraiment d'entrer dans une phase de consolidation. Je pense que logiquement c'est ce qu'il devrait faire, mais le marché va faire ce qu'il va faire. L'objectif du module était de vous faire adopter un état d'esprit mensuel ou hebdomadaire. Et de cette façon, lorsque vous passez au cadre temporel inférieur, chaque scénario de transaction avec ce biais directionnel sur le mensuel ou l'hebdomadaire vous aidera à trouver les liquidités à faible résistance que vous recherchez. Ce sont les configurations à haute probabilité. Ce sont ceux qui ont des gains immédiats. Ce sont celles qui vous donnent une réponse immédiate à vos entrées et qui ont très peu de drawdown, et c'est votre objectif en tant que trader. Vous voulez trader dans cet environnement. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et bon trading.